L'hiver, le front cède en une seule nuit lorsque les nazis percent là où rien n'était censé se produire. Les communications s'effondrent, des divisions entières sont encerclées et la panique s'empare des quartiers maîtres tandis que le temps presse. C'est alors que le général Patton fait une déclaration, il promet l'impossible, à savoir qu'une armée s'unira contre une catastrophe qui changera le cours de la guerre en seulement 48 heures. À la fin de l'hiver 1944, le front occidental semblait stable. Les troupes alliées, après avoir percé les lignes normandes et libéré de vastes territoires en France et en Belgique, progressaient inexorablement vers la frontière allemande. Le commandant suprême Dwight D. Eisenhower estimait la Wehrmacht au bord de l'effondrement, incapable de mener des contre-offensives d'envergure. L'état-major allié anticipait un hiver difficile, marqué par une progression lente et des difficultés logistiques, mais rien ne laissait présager un changement stratégique majeur. L'idée que les forces allemandes puissent encore lancer une offensive d'envergure paraissait improbable. Cette hypothèse fut démentie le matin du 16 décembre 1944, lorsqu'Adolf Hitler lança l'opération Warhammer, plus connue sous le nom de bataille des Ardennes. 200 000 soldats allemands, accompagnés de 1400 chars et d'innombrables pièces d'artillerie, furent secrètement déployés dans la région densément boisée des Ardennes. Cette offensive surprise, visant un secteur faiblement défendu du front américain, prit les unités au dépourvu par son ampleur. Le chaos qui s'ensuivit provoqua la défaillance des systèmes de communication, la rupture des lignes de ravitaillement et la difficulté pour les commandants alliés d'appréhender la gravité de la situation. En quelques heures, l'offensive allemande sema la confusion sur une grande partie du front, contraignant l'état-major allié à faire face à l'une de ses crises les plus graves depuis le débarquement. Face à l'aggravation de la situation, Eisenhower convoqua d'urgence ses principaux commandants sur le terrain à une réunion d'urgence à Verdun le 19 décembre. Ville chargée d'histoire, Verdun avait symbolisé l'endurance et la crise durant la Première Guerre mondiale et se trouvait désormais le théâtre d'un autre tournant décisif. Au sein de leur rang, le général George S. Patton, commandant de la 3e armée américaine, se distinguait. Sa réputation d'audace, de rapidité et de témérité était sans égale. Alors que d'autres peinaient encore à saisir l'ampleur de la situation, Patton avait déjà commencé à élaborer des stratégies pour tirer profit des opportunités offertes par la réunion. Ce qui le distinguait à ce moment précis, ce n'était pas seulement sa bravade, mais aussi sa clairvoyance. Contrairement à de nombreux commandants alliés, qui considéraient les Ardennes comme un secteur paisible, Patton nourrissait le soupçon persistant que les Allemands n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Il ordonna à son équipe de renseignement de surveiller les mouvements de troupes allemands inhabituels. Lorsque des rapports laissaient entrevoir une intensification de l'activité ennemie, il les prit très au sérieux. Des semaines avant le début de l'offensive allemande, Patton ordonna discrètement à son état-major de préparer des plans d'urgence pour un repli rapide vers le nord. Suite à la percée réussie des lignes américaines par l'offensive allemande, qui engendra une confusion générale, Patton avait déjà préparé 3 stratégies opérationnelles détaillées expliquant comment son armée pourrait rapidement stopper ses offensives en cours et se rediriger vers le nord pour contrer la menace imminente. Cette situation inédite donna lieu à l'un des échanges de commandement les plus intenses de toute la guerre, comme en témoigne la conférence de Verdun. Lors de cette réunion, Eisenhower commença par reconnaître les préoccupations partagées par tous. L'offensive allemande avait créé une brèche profonde et grandissante qui menaçait de diviser les forces alliées. La 101e division aéroportée était piégée à Bastogne, des carrefours routiers vitaux étaient perdus, les conditions météorologiques défavorables clouaient les avions alliés au sol et l'ennemi semblait avoir réussi un coup de théâtre stratégique total. Face à l'urgence de la situation, Eisenhower exigea une action rapide. Lorsqu'il se tourna vers ses commandants sur le terrain, la plupart firent des évaluations prudentes et circonspectes. Dans des conditions hivernales difficiles, avec des routes verglacées et des embouteillages persistants, repositionner des unités importantes en une semaine pour une contre-offensive d'envergure s'avérait extrêmement complexe. L'atmosphère était lourde de doutes et d'inquiétudes logistiques. Eisenhower s'adressa alors à Patton. « George, dans combien de temps pouvez-vous lancer une attaque ?» Sans hésiter, Patton répondit avec assurance, presque avec désinvolture, « Je peux lancer une attaque avec 3 divisions en 48 heures. » Un silence de mort s'installa. Certains officiers auraient douté de son sérieux ou de sa volonté de détendre l'atmosphère. L'état-major de Bradley échangea des regards sceptiques, et même les logisticiens expérimentés présents eurent du mal à saisir l'ampleur de ce que Patton proposait.
déplacer une armée entière ne se résumait pas à faire avancer des soldats. Réorganiser la gestion du trafic, les lignes de ravitaillement, la distribution de carburant, le positionnement de l'artillerie et la synchronisation des nombreuses unités déployées sur des centaines de kilomètres étaient indispensables. Un tel changement tactique, même par beau temps, aurait été remarquable. Cependant, sous la neige, le verglas et le brouillard, cela semblait impossible. Pourtant, Patton disposait d'un atout insoupçonné, il avait élaboré une stratégie pour ce scénario précis. Interrogé par Eisenhower sur le calendrier de l'assaut, Patton ne s'emballa pas. Il avait envisagé une éventuelle offensive allemande et avait chargé son équipe d'établir des plans détaillés pour une rotation vers le nord. S'adressant aux officiers stupéfaits lors de la réunion, il révéla qu'il disposait de plusieurs itinéraires et calendriers prêts. Il ne lui manquait plus que l'autorisation de lancer l'opération. Sa certitude n'était pas de la bravade. Elle était le fruit d'une planification précise, d'un entraînement rigoureux et d'un don exceptionnel pour anticiper les actions de l'adversaire. Eisenhower réfléchit longuement aux propos de Patton. Si l'évaluation de Patton était juste, seule la 3e armée pourrait atteindre Bastogne à temps pour éviter le désastre. Eisenhower comprenait la gravité de la situation. Si Bastogne tombait et que les Allemands exploitaient leur avancée, ils pourraient progresser jusqu'à la Meuse, risquant de briser les lignes alliées. L'issue de la campagne, voire de la guerre en Europe de l'Ouest, dépendait d'une action rapide et résolue. Finalement, Eisenhower prononça sa célèbre déclaration, reprise par plusieurs officiers présents. « Très bien, George, vous avez mon approbation. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien vous. » C'est sur ces mots que commença le changement tactique le plus audacieux du théâtre européen. Après la réunion, Eisenhower s'adressa aux officiers restants. Patton sortit discrètement, contactant aussitôt son équipe pour mettre en œuvre le processus complexe de rotation de son armée de 90 degrés et de son déploiement vers le nord. Après le départ de Patton, Eisenhower prit de nouveau la parole devant les officiers restants. Ses commentaires, consignés dans divers journaux et rapports d'après-action, révélaient un mélange d'étonnement et de détermination. Il informa son équipe que le plan de Patton était la manœuvre tactique la plus audacieuse qu'il ait rencontrée durant toute la guerre, mais aussi celle qui présentait le plus grand potentiel de succès compte tenu des circonstances. Il insista sur la nécessité de soutenir Patton avec toutes les ressources possibles: carburant, accès routier prioritaire, gestion du trafic et moyens de communication. Selon les rapports, Eisenhower déclara: Patton pourrait être l'élément décisif pour la protection de l'ensemble du front, soulignant ainsi la gravité de la situation. À ce moment précis, Eisenhower reconnut le leadership exceptionnel de Patton. Patton n'était pas seulement téméraire, il possédait une capacité presque inégalée à transformer le potentiel stratégique en action tactique. Tandis que d'autres hésitaient, Patton agissait. Tandis que d'autres s'interrogeaient, Patton se préparait. Le réalignement de la 3e armée allait bientôt être salué comme l'un des exploits logistiques les plus impressionnants de la guerre, symbolisant rapidité, discipline et maîtrise organisationnelle. Au moment même où Eisenhower achevait son briefing avec son état-major, la machine de l'armée de Patton, au sens propre comme au figuré, était déjà en marche. Les convois furent déroutés, les trains de ravitaillement modifiés, et les divisions se préparant à l'offensive dans un secteur reçurent soudainement l'ordre de marcher dans la neige glaciale vers un nouveau champ de bataille. Jamais une armée moderne n'avait tenté un tel redéploiement aussi radical avec un préavis aussi court. Pourtant, en quelques heures, l'état-major de Patton mettait le plan en œuvre avec précision. Les paroles d'Eisenhower à son état-major après cette réunion ne se limitaient pas à reconnaître l'audace de Patton, mais illustraient également une vérité essentielle. Dans la phase la plus sombre de la campagne alliée, un général avait eu la vision et la détermination de tenter l'impossible. À la sortie de la réunion de commandement à Verdun, la gravité de la situation pesait lourdement sur le système de commandement allié. L'offensive allemande était loin de faiblir, au contraire, elle semblait prendre de l'ampleur. Les informations parvenues au quartier général d'Eisenhower indiquaient que plusieurs divisions américaines battaient en retraite en désordre ou défendaient farouchement des positions isolées. Bastogne, carrefour routier stratégique dans les Ardennes, était encerclée. La 101e division aéroportée, appuyée par des éléments de la 10e division blindée, résistait aux attaques allemandes répétées, mais sa situation devenait de plus en plus périlleuse. Leur stock de munitions s'épuisait, leurs ressources médicales diminuaient et le froid glacial aggravait leurs difficultés. Sans renfort rapide, les défenseurs risquaient d'être submergés. Dans ce contexte, la promesse de Patton de faire pivoter son armée de 90 degrés en 48 heures pouvait paraître arrogante à certains, mais le général avait déjà pris l'ascendant sur ses contemporains.
De retour à son poste de commandement, il réunit rapidement ses officiers d'état-major et donna ses ordres avec précision et autorité, ne laissant place à aucune interprétation. L'armée devait pivoter vers le nord, chaque division déployable devait se tenir prête à un mouvement rapide, et tout l'appareil logistique de la 3e armée devait être restructuré pour faciliter la progression. Les officiers ayant participé à la conférence de Verdun racontèrent plus tard l'atmosphère électrique qui régnait au poste de commandement de Patton. Ils décrivirent un sentiment omniprésent de chaos maîtrisé qui enveloppait le centre de commandement. On redessinait les cartes, on déroutait les camions, les téléphones sonnaient sans cesse et les officiers d'état-major travaillaient avec une concentration sans faille. Le changement initié par Patton n'était pas seulement un changement de direction, mais une véritable transformation des mentalités. Des militaires, habitués au combat, dans une région spécifique reçurent l'ordre soudain de progresser vers un champ de bataille entièrement nouveau. Les conducteurs de chars reçurent l'ordre de se ravitailler et de se préparer au voyage, sans tenir compte du froid intense et de l'état périlleux des routes. Les forces d'artillerie furent chargées de recalculer leur position de tir et de coordonner leurs efforts avec des alliés inattendus. La 3e armée se transforma en une vaste unité mobile, se réorganisant en temps réel. Un aspect frappant de cette opération résidait dans la synchronisation logistique nécessaire. Patton était conscient que, quelle que soit son audace, même la conception stratégique la plus novatrice restait vaine sans les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Carburant, munitions, pièces de rechange, unités médicales et équipes du génie devaient être déployées stratégiquement le long du nouvel axe. Le redéploiement de l'armée fut difficile en raison des routes étroites, verglacées et encombrées du nord-est de la France et du Luxembourg, où s'entassaient les troupes en retraite et les civils déplacés. Néanmoins, Patton insista sur l'importance de maintenir la rapidité d'exécution comme priorité absolue. Son ordre résumait son idéologie opérationnelle, avancer sans cesse, ne s'arrêter qu'en cas d'attaque et continuer même alors. Cette quête incessante de l'élan définissait la stratégie de guerre de Patton. Il considérait la vitesse comme une arme, une force psychologique capable de submerger l'ennemi avant même qu'il ne fortifie ses défenses. Dans les Ardennes, cette rapidité n'était pas seulement un avantage, elle était cruciale. Les Allemands avaient amassé une force blindée massive, et leur victoire reposait sur le maintien de l'offensive. Patton comprenait qu'en déployant rapidement la 3e armée et en portant des coups décisifs, il pouvait bouleverser le calendrier allemand, libérer Bastogne et contrecarrer l'expansion de l'offensive. La situation était désespérée. Au quartier général d'Eisenhower, l'étonnement fit place à la détermination. Eisenhower comptait énormément sur Patton, car le succès de toute la stratégie alliée reposait sur les performances de la 3e armée. Son équipe donna des ordres urgents pour dégager le passage aux divisions de Patton. Des unités de contrôle du trafic furent dépêchées pour rediriger les convois. La police militaire fut postée aux intersections et les dépôts de ravitaillement reçurent l'ordre de se préparer à une réaffectation immédiate des approvisionnements. Eisenhower reconnaissait une vérité que nombre de ses détracteurs ignoraient, il n'était pas seulement un organisateur d'armée, mais un gestionnaire de systèmes complexes. Le succès de l'opération de Patton nécessitait la collaboration d'innombrables personnes issues de différents commandements. Malgré cette aide, l'armée de Patton dut faire face à des défis redoutables. L'hiver 1944-1945 fut exceptionnellement rigoureux, avec des températures descendant largement en dessous de zéro, d'importantes chutes de neige et des vents violents balayant les routes. Dans des conditions glaciales, les armes s'enrayaient, les moteurs refusaient de démarrer et les véhicules glissaient sur la glace. Les hommes, mal vêtus, pataugeaient dans la neige jusqu'aux genoux, leur souffle se transformant en givre dans l'air glacial tandis qu'ils poursuivaient leur progression. Pourtant, le moral de la 3e armée était d'une résilience hors du commun. Les soldats de Patton avaient confiance en leur chef. Ils avaient déjà été témoins de ses exploits, même les plus improbables, et étaient convaincus qu'ils pouvaient réitérer l'exploit. Tandis que les colonnes de chars, d'infanterie et de véhicules de soutien continuaient leur progression inexorable vers le nord, Patton restait en contact étroit avec ses commandants subordonnés. Il exigeait des rapports détaillés, donnait des ordres précis et suivait personnellement l'opération. Dès que possible, il rendait visite aux unités en personne, empruntant les routes gelées à bord de sa Jeep de commandement, accompagné de son état-major et de son escorte. Les soldats apercevaient souvent Patton, debout dans son véhicule, jumelles à la main, scrutant l'horizon avec une détermination inébranlable, inspirant les troupes.
Sa présence insufflait le sentiment de pouvoir vaincre même la plus puissante armée allemande. Un fantassin se souvint plus tard, on avait l'impression de pouvoir tenir tête à l'ensemble des forces allemandes, tandis que Patton menait ses hommes à l'assaut. Pendant ce temps, la situation de Bastogne se détériorait à chaque instant, les Allemands continuant d'attaquer les fortifications à la recherche de failles. Les défenseurs, imperturbables, avaient néanmoins du mal à soutenir l'assaut indéfiniment. En réponse à un ultimatum allemand exigeant la reddition, le général de brigade Anthony M.C. Olive, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, rétorqua avec défi, des foutaises, mais la résistance acharnée ne pouvait compenser la raréfaction des ressources. De graves pénuries de munitions apparurent, en particulier pour les unités d'artillerie, essentielles pour repousser les attaques allemandes. Les structures médicales étaient saturées et les blessés enduraient un froid glacial. Chaque seconde comptait. Dans une manœuvre calculée, Patton prévoyait de pénétrer Bastogne avant que la ville ne tombe entièrement aux mains des Allemands. Cela exigeait une offensive implacable de ses divisions. Les 21 et 22 décembre, des affrontements eurent lieu entre les forces de Patton et les routes du nord du Luxembourg, indiquant que la 3e armée avait réussi son virage à 90 degrés. Au sein des unités de combat, les engagements avec les forces allemandes furent rapidement engagés, prenant de nombreux ennemis par surprise. La rapidité de la manœuvre de Patton dépassa les prévisions allemandes. Les commandants ennemis n'avaient pas encore peaufiné leur défense, ignorant qu'une importante armée américaine avançait droit sur eux. Malgré d'intenses combats auxquels furent confrontées les divisions de tête de Patton, principalement la 4e division blindée, elles conservèrent l'avantage. À chaque kilomètre gagné, elles se rapprochaient de Bastogne, et chaque heure qui passait augmentait les chances de lever le siège. Les forces allemandes subissaient une pression croissante, l'assaut de Patton ayant perturbé leur calendrier et détourné des ressources de l'avancée vers la Meuse. Eisenhower, régulièrement informé, comprit que le risque pris par Patton portait ses fruits. La transformation d'une possible percée allemande en une opportunité pour une contre-offensive alliée décisive était en marche. La confiance initiale d'Eisenhower en Patton sembla prémonitoire. Le commandant suprême avait reconnu que l'issue de la campagne des Ardennes ne dépendrait pas uniquement du nombre de divisions déployées, mais de la capacité d'une armée à accomplir une tâche jugée opérationnellement impossible quelques jours auparavant. À la veille de Noël, les troupes de Patton livraient bataille aux abords de la ville assiégée. À l'aube de l'une des opérations de secours les plus célèbres de l'histoire militaire, la 3e armée se distinguait par sa rapidité, sa férocité et son inébranlable ténacité. Le 26 décembre, les premières unités des divisions de Patton approchaient de Bastogne, brisant le siège allemand. Dès le matin du 25 décembre 1944, la situation sur le terrain avait dégénéré en une lutte acharnée entre épuisement et détermination. Les chars et l'infanterie de Patton progressaient avec force à travers un réseau complexe de routes gelées, de collines boisées et de positions allemandes fortifiées. Reconnaissant la présence d'une force américaine importante sur son front sud, l'ennemi réagit avec une urgence croissante. Les stratèges allemands réaffectèrent des unités destinées à l'offensive occidentale vers la Meuse et les redirigèrent pour stopper l'avancée de Patton. Conscient de ce que l'approche de la 3e armée ennemie de Bastogne entraînerait l'effondrement de l'encerclement et la perte de l'élan offensif, Patton, à chaque heure, menait une lutte acharnée pour maintenir la pression, l'usure et une détermination sans faille. Malgré cela, il refusa de ralentir le rythme. Il pressa sans relâche ses commandants de maintenir l'ennemi sous une pression constante. Il insista sur le fait que la prise de Bastogne n'était pas un objectif symbolique, mais une nécessité stratégique. Si Bastogne tenait bon, l'offensive allemande s'effondrerait. Si elle tombait, les Allemands pourraient reprendre le contrôle et prolonger inutilement la guerre, aggravant ainsi le coût déjà élevé de l'hiver. Ce sentiment d'urgence transparaissait dans sa prière de Noël, formulée quelques jours seulement auparavant, implorant un temps clément afin que la 3e armée puisse appuyer sa progression par l'aviation. La prière elle-même est légendaire, non seulement par son audace, mais aussi parce que peu après, le temps s'est effectivement dégagé, permettant aux avions alliés de reprendre leur appui aérien. Le 26 décembre, le moment décisif arriva. Après plusieurs jours de combats acharnés, les unités de pointe de la 4e division blindée américaine percèrent les lignes allemandes et approchèrent de la périphérie sud de Bastogne. Vers 16h50, une patrouille menée par le lieutenant Charles Bogues de la compagnie C du 37e bataillon de chars fit sa jonction avec les défenseurs de la 101e division aéroportée.
Cette jonction, bien que modeste, quelques chars et fantassins seulement se rejoignant aux abords de la ville, revêtait une immense importance symbolique. Le siège de Bastogne était levé. Les défenseurs, qui avaient résisté aux bombardements, aux tirs d'artillerie, au froid et à la raréfaction des ressources, étaient de nouveau rattachés aux forces alliées. En apprenant la nouvelle de l'avancée, Patton n'exprima aucune joie, mais reconnut plutôt avoir accompli son devoir avec une acceptation stoïque. On raconte qu'il aurait déclaré « Il faut faire de son mieux ». Cette remarque concise était caractéristique d'un chef réputé pour son éloquence et son audace. Patton était conscient que, malgré le succès initial, la bataille était loin d'être terminée. Les Allemands occupaient des positions fortifiées près de Bastogne, obligeant la 3e armée à élargir le passage, à sécuriser les lignes de ravitaillement et à repousser l'ennemi pour éviter un nouvel encerclement. Les combats allaient se poursuivre pendant des semaines, mais le changement psychologique était opéré. L'offensive allemande était stoppée et l'avantage revenait progressivement aux Alliés. Au quartier général d'Eisenhower, la réaction fut un profond soulagement et un sentiment de revanche. Eisenhower avait fait un pari calculé en misant sur la capacité de Patton à mobiliser rapidement son armée. Plusieurs officiers d'état-major nourrissaient des doutes quant à la faisabilité d'une telle manœuvre. Certains craignaient, en privé, que l'assurance de Patton ne dépasse les limites de la logistique. Pourtant, les résultats furent incontestables. La 3e armée de Patton effectua un virage à 90 degrés, progressa à travers un terrain hivernal rigoureux, rencontra des forces allemandes en chemin et atteignit Bastogne dans les délais estimés qu'il avait fixés à Verdun. La déclaration initiale d'Eisenhower, « Si quelqu'un peut le faire, c'est bien Patton », témoignait désormais de sa reconnaissance pour les talents exceptionnels de ce dernier. Les évaluations internes d'Eisenhower concernant Patton durant cette période, telles que consignées dans des rapports ultérieurs et des journaux d'état-major, démontrent un profond respect pour le sens stratégique du général et sa propension à adopter des stratégies audacieuses. Eisenhower reconnaissait que, dans les situations critiques, le raisonnement traditionnel était insuffisant. Il lui fallait un commandant capable d'agir rapidement sous la pression, un commandant capable de rallier efficacement une armée entière. Une fois de plus, Patton fit preuve de son intuition, de sa préparation et de son audace exceptionnelle. Eisenhower reconnut plus tard que cette tactique était l'une des opérations militaires les plus brillantes de la guerre, un avis partagé par de nombreux historiens militaires. Pendant ce temps, le haut commandement allemand commençait à se désenchanter. L'échec de la prise de Bastogne par les forces de Patton perturba leur calendrier stratégique. Les pénuries de carburant, les difficultés logistiques et la pression constante exercée par le Nord et le Sud affaiblirent leurs forces. La puissante offensive blindée initiale, qui avait submergé les positions américaines, était désormais bloquée par la résistance acharnée des Alliés et leur contre-offensive. Le plan d'Hitler visant à diviser les forces alliées et à négocier une trêve était en train de s'effondrer. Les Alliés reprirent le contrôle de réseaux routiers essentiels, ce qui leur permit de reprendre leurs opérations synchronisées sur le front. Pour le général Patton, la libération de Bastogne représentait bien plus qu'un triomphe stratégique, elle incarnait le devoir d'un commandant. Il avait toujours été convaincu qu'un chef devait anticiper les mouvements de l'ennemi et agir en conséquence. Ces stratégies proactives, mises en œuvre des semaines avant le début de l'offensive, lui permirent de réagir avec une rapidité et une originalité exceptionnelles. Son style de commandement, marqué par un engagement personnel, une supervision méticuleuse et une incitation constante à adopter des tactiques offensives, galvanisa ses troupes. La 3e armée transforma ce qui aurait pu être une défaite dévastatrice en un avantage stratégique. L'impact des actions de Patton dépassa le cadre du champ de bataille. Au sein des forces alliées, sa réaction rapide symbolisait la ténacité et la détermination américaine. Les soldats qui se sentaient abandonnés et dépassés par l'offensive allemande prirent soudain conscience de leur appartenance à une armée capable d'une action rapide et résolue. Le mail de Patton, déjà imposant, devint encore plus impressionnant. La capacité de Patton à dominer ses troupes et ses ennemis s'est ancrée dans la légende du conflit européen. La libération de Bastogne revêtait une importance capitale pour l'issue de la guerre. L'offensive allemande s'enraya rapidement, entravée par des problèmes logistiques et les contre-attaques alliées incessantes. En janvier 1945, les Alliés avaient reconquis la quasi-totalité des territoires perdus lors de l'offensive allemande initiale. L'échec de l'offensive des Ardennes épuisa les dernières réserves allemandes de soldats, de carburant et de blindés. En somme, le dernier pari d'Hitler à l'ouest ne se solda pas seulement par une défaite, mais par un effondrement stratégique.
La voie vers le Rhin, et finalement vers le cœur de l'Allemagne, était désormais libre. Plus tard, Eisenhower reconnut que les actions de Patton avaient joué un rôle crucial dans le renversement de la situation. Il souligna qu'un tel retournement de situation, aussi rapide et puissant, était sans précédent dans l'histoire de la guerre moderne. Eisenhower reconnut que l'assurance de Patton avait considérablement remonté le moral des Alliés à un moment où le désespoir aurait pu l'emporter. Réputé pour son calme et son rationalisme, Eisenhower s'adonnait rarement à l'exagération, ce qui rendait ses éloges d'autant plus significatifs. Devant son état-major, il déclara que la manœuvre de Patton était un coup de maître. Elle avait modifié le cours de la bataille, changeant potentiellement l'issue de la guerre. Rétrospectivement, les historiens citent souvent le virage à 90 degrés de la 3e armée comme un exemple d'art opérationnel. Cette manœuvre illustra comment une préparation méticuleuse, un commandement rigoureux, une maîtrise logistique et un leadership audacieux pouvaient se conjuguer pour produire l'extraordinaire. Les actions de Patton n'étaient pas de simples impulsions ou des décisions spontanées. Elles étaient l'aboutissement d'une vie entière consacrée à l'étude de la guerre. Sa profonde compréhension de la mobilité, de la dynamique et des aspects psychologiques du conflit lui permit de discerner des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Lorsque Eisenhower s'enquit auprès de Patton du calendrier d'une attaque, la réponse fut immédiate, dans les 48 heures. Cet échange reste célèbre comme l'une des interactions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, illustrant le partenariat entre deux leaders distincts mais complémentaires. Eisenhower, l'architecte tactique d'alliances de grande envergure, et Patton, le combattant inflexible dont la rapidité et l'audace permirent la libération de Bastogne. La confiance qu'Eisenhower accordait à Patton, ainsi que les résultats qui s'ensuivirent, témoignent de l'influence d'un leadership décisif dans les moments critiques. La libération de Bastogne demeure l'un des exploits les plus reconnus de la campagne alliée en Europe. Elle symbolise la persévérance, le sacrifice et la capacité d'agir avec audace dans les circonstances les plus difficiles, et au cœur de cette histoire se trouve George S. Patton. Toujours vénéré, pour avoir orchestré la transformation d'une armée entière en plein hiver, et l'avoir transportée aux portes d'une ville assiégée en moins de 48 heures, Patton demeure un sujet d'étude, d'admiration et de célébration. Cet exploit remarquable, fruit d'un génie militaire exceptionnel, incita Eisenhower à prononcer une phrase restée gravée dans l'histoire. S'il y avait bien une personne capable de réaliser l'impossible, c'était Patton.